Alors avant d'accueillir nos nouveaux invités, je vous propose de faire un point maintenant sur les enjeux du logement en France, et notamment via quelques chiffres que va nous donner Jean-Claude Drian. Il est chercheur et professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Le secteur du logement connaît aujourd'hui une crise extrêmement difficile. À cette crise s'ajoute la nécessité de repenser en profondeur les politiques du logement pour répondre aux exigences de la transition écologique. Au sein de ce débat se trouve la controverse sur la question du nombre de logements neufs qu'il faut construire chaque année. Avec un rythme annuel de ces 10 dernières années qui a tourné autour de 375 000 logements par an, avec une année 2023 où on va descendre autour des 300 000 probablement, des consignes données par le CNR Logement qui évoquent la nécessité d'en construire 450 000, et puis des scénarios de l'ADEME à l'échéance de 2050 qui tournent autour de 115 000 logements par an dès les années 2030-2040. C'est sur cette base-là que vont être énoncés les objectifs de l'État, les moyens que l'État va mettre pour les politiques du logement. Ce débat, il masque cependant les vraies questions, les questions fondamentales, me semble-t-il, qui sont celles de savoir quel logement on produit, pour qui et où, plutôt que simplement combien. Si on prend l'exemple d'un ménage, d'un couple avec un enfant qui souhaite acquérir un 3 pièces, qui dispose du niveau de vie médian, il pourra acquérir jusqu'à 112 mètres carrés à Saint-Étienne, 43 mètres carrés à Nantes, 32 à Lyon, et puis seulement 23 mètres carrés à Saint-Denis et 22 mètres carrés dans l'arrondissement le moins cher de Paris. Si on prend en compte le fait que la recommandation aujourd'hui pour un T3 est de 63 mètres carrés, on voit que dans la plupart des grandes villes de France, ce couple ne pourra pas accéder à la propriété d'un logement décent. Ces situations territoriales extrêmement différenciées imposent des politiques et des outils qui eux-mêmes seront différenciés selon les situations locales. Il s'agit d'aménagement du territoire, bien sûr, mais il s'agit aussi, dans les politiques locales, des arbitrages entre la construction neuve et la rénovation du parc existant. Il s'agit de remplacer par des logements neufs des logements obsolètes qu'on ne peut pas rénover. Et il s'agit aussi de poser la question du logement abordable, qui va du locatif social à l'accession à la propriété aidée. Ces questions de politique publique renvoient à une autre question qui est celle du qui fait quoi entre l'État qui maîtrise l'essentiel de la réglementation et des moyens financiers et des collectivités territoriales qui, en termes de volonté mais aussi en termes de moyens, sont dans des situations elles-mêmes extrêmement diversifiées. C'est tout le débat qui s'ouvre aujourd'hui sur la question de la décentralisation. Sur les 38,2 milliards d'euros d'aide au logement recensés par le Compte du logement en 2021, 80% relèvent d'aides de l'État décidées au niveau national en loi de finances. 17% relèvent aussi de mécanismes qui sont décidés par l'État, mais qui donnent lieu à une décision locale. Là, on voit que le local commence à jouer un rôle. Et seulement 2%, c'est-à-dire très peu, relèvent directement, exclusivement des aides des collectivités territoriales. Ces chiffres montrent bien la nécessité aujourd'hui de repenser les politiques du logement et leur rapport avec la construction neuve. Bien, alors tableau qui n'est pas très enthousiasmant, mais on va essayer de rester positif dans cette deuxième partie. Je vous présente notre deuxième panel pour cette table ronde, Loger pour faire la société. Véronique Bédag, bonjour, vous êtes PDG de Nexity, copilote du CNR Logement. Frédéric Lahaye, vous êtes responsable du pôle logement de Terra Nova, présidente d'Emmaüs Habitat. Yann Brossat, vous êtes sénateur de Paris désormais, Anaïg Lemeur, députée du Finistère, et Corinne Desailles, présidente de la FFB Bourgogne-Franche-Comté. Merci à tous d'être ici. Je me tourne tout de suite vers vous, Véronique Bédag, puisqu'encore une fois, vous avez copiloté le Conseil national de la refondation qui était consacré au logement, dont l'objectif était justement de repenser la politique du logement. Alors, peut-être allez-vous pouvoir nous expliquer pourquoi il y a eu un tel décalage entre les attentes du secteur et puis les résultats de ce CNR, en quelques mots.
En fait, c'est une très bonne question parce qu'on est parti dans ce CNR avec une carte blanche. Le ministre nous avait donné une carte blanche. Le secteur du logement a ce côté sympathique. Quant au moment de travailler, on est toujours là. On avait déjà eu la commission Rebsamen. On est tous partis avec beaucoup d'énergie. Il y a eu beaucoup de travail de fait. Moi, je ne dis pas qu'il n'y a rien eu à la fin du CNR. La Première ministre est intervenue. Elle a pris des engagements. Certains sont tenus, surtout ceux concernant les économies d'ailleurs, mais pas que, on va être honnête. Et puis après, il y a plein de choses qui n'ont pas été faites déjà dans ce que la Première ministre avait indiqué. Alors évidemment, on a été déçus, à des degrés divers, enfin déçus, on va le dire. Et au fond, 6 mois après, je me dis, mais au fond, pourquoi on en arrive là? On nous a demandé de réfléchir. Et je pense qu'en fait, il y a quand même 2 sujets qu'il va falloir qu'on traite au fond si on veut pouvoir discuter vraiment ensemble et avec tout le secteur public. Le premier sujet est, est-ce que, oui ou non, on a besoin de plus de logements? Et moi, je suis complètement d'accord avec Bruno, il faut qu'on arrête de nous dire c'est du neuf, c'est du rénové. Dans la production des promoteurs aujourd'hui, c'est du neuf rénové. Enfin, moi, je ne fais pas la différence en réalité. Est-ce que oui ou non, on a besoin de plus de logements? Alors, quand on écoutait la table ronde précédente, on a l'impression que oui. Quand moi je suis sur le terrain, que je vais voir les maires, qu'on est dans les agences de Nexity, on a l'impression que oui. On a même l'impression que c'est beaucoup oui. Mais quand on se retrouve, je dis les choses un peu directement, peut-être un peu plus, de façon plus ronde que Bruno tout à l'heure, mais il m'est arrivé de me retrouver dans les ministères où on m'a dit, Véronique, on a un désaccord sur le diagnostic, je ne comprenais pas bien. En fait, on n'a pas besoin de tant de logements que ça. Et on a fait intervenir en ouverture du CNR une représentante, en l'occurrence de la direction du Trésor, qui nous a dit tranquillement qu'à 200 000 logements, 250 000, on serait bon. On y arrive, donc tout va aller fort bien. Mais ça, c'est une première question, en fait. Et moi, je suis complètement d'accord, tout ça se territorialise, on n'a pas les mêmes besoins partout, etc. Mais enfin, il y a quand même des grandeurs macroéconomiques, si on veut vraiment travailler à partir du tableau Excel, qu'il faut regarder. La décohabitation est un sujet, ça reste un sujet, voilà. On ne peut pas dire que c'est pas là. Il y a encore également de la puissance démographique dans ce pays. Il y a aussi de l'immigration. Enfin, c'est pas un mot vulgaire, c'est une réalité. Il y a de la rénovation. On me dit il y a des logements vacants. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Oui, mais où et dans quel état? Bon, nous, on avait le sentiment, parmi nous tous, qu'il y avait besoin d'un peu plus que les 375 000 qui ont été les bonnes années, 400, 500 000. Et de nouveau, ça se regarde territoire par territoire et ça se décline. Mais ça itère, d'accord? Bon, alors, si les autorités pensent qu'il n'y a pas besoin de plus de logements, forcément, on ne peut pas tellement s'entendre, en fond. Il n'y a jamais eu de débat au fond là-dessus. Et quand je re-regarde le CNR finalement 6 mois après, je pense qu'il y a un deuxième sujet. Est-ce que l'investissement en logement est un paradis fiscal ou non? Cette idée ne m'était pas venue à l'esprit. D'accord, je n'ai jamais pensé que c'était un paradis fiscal. Enfin, le président de la République le pense et le dit. Bon, moi, je fais tourner des tableaux. Avec la FPI, on fait tourner des tableaux. On regarde. Non, en fait. Aujourd'hui, un investissement classique en logement, taux de rendement de l'ordre de 2%. L'augmentation de la taxe foncière ne va pas nous arranger, je vous le dis tout de suite. Vous livrez à 3%, une bonne obligation corporate 5-6% sans risque. Aujourd'hui, il y a de moins en moins d'investisseurs en logement, y compris dans les grands investisseurs institutionnels privés. Heureusement qu'aujourd'hui, Action Logement et la Caisse des dépôts font le boulot, parce qu'en fait, on n'aurait plus juste d'acheteurs là dans le moment. Donc, je pense que si c'était pour retourner en arrière sur le CNR, je pense que ces 2 questions doivent être traitées et on doit savoir si oui ou non on a besoin de logement. Si on a besoin de logement, on repart tous chez nous et c'est vite fait. Mais c'est pas ce qu'on a l'air de voir. Depuis la rentrée, c'est pas ce qu'on a l'air de voir. Et honnêtement, je pense qu'on a beaucoup aimé la rentrée 2023. On va adorer la rentrée 2025. Quand vraiment, il n'y aura plus que 200 000 logements neufs qui vont arriver sur le marché. Ça va être un moment très intéressant. Donc je pense que ces 2 questions, au fond, parce que pour nous, elles étaient évidentes. Enfin, quand j'entends la table ronde précédente, on sent qu'il y a un besoin de logement, on n'a pas l'impression qu'on est dans un paradis fiscal. Tant que ces 2 sujets ne sont pas traités, je pense qu'il n'y aura pas de dialogue possible avec, au fond, les autorités publiques. Jean-Claude Drian parlait à l'instant de logements abordables. Les logements sociaux pour Nexity, c'est 30% de votre production globale. Situation extrêmement tendue. Elle est où la solution, selon vous ?
Écoutez, le logement social, c'est fort, ça répond à une demande et nous, on produit, enfin, le monde du logement social produit lui-même 50% des logements sociaux et les promoteurs 50%. Donc nous, dès qu'on ralentit, tout le monde du logement social ralentit. Mais moi, je pense que, alors j'ai entendu la maire du Vitré tout à l'heure qui évoquait ce sujet, j'ai entendu un peu de rumeurs dans la salle, mais il va quand même falloir aussi qu'on s'attaque tous ensemble, personne ne peut le faire tout seul, au coût de construction du logement. Alors il y a ces débats infinis au sein de la FPI, est-ce que oui ou non le prix du foncier va baisser? Donc tout le monde espère que oui, je pense que dans un monde où le foncier est de plus en plus rare et où la rareté est organisée, je ne suis pas sûre que ça vienne très vite. Et puis il faut qu'on travaille quand même le coût de production des logements. Il va falloir qu'on retravaille le sujet des normes, on n'arrête pas de dire oui il y a des normes, mais il va falloir qu'on fasse des propositions, je pense, qu'est-ce qu'on peut simplifier? Il va falloir qu'on travaille ensemble aussi sur l'amélioration de la productivité au fond de la construction de logements. Comment est-ce qu'on est plus efficace? On ne va jamais récupérer les 20% de pouvoir d'achat que les Français ont perdu en 18 mois. Mais tout ce qu'on récupère est bienvenu. Donc moi, je pense qu'il y a un vrai boulot à faire, promoteurs, entreprises du BTP. Comment est-ce que nous, on essaye de faire baisser, soit par des propositions qu'on fait sur la simplification des normes, soit sur l'amélioration de nos chantiers. Enfin, je suis sûre qu'il y a des choses à faire. Et puis aussi, il va falloir que tout le monde raccourcisse le temps. Au moment où le temps ne coûtait rien, ça pouvait durer 2 ans, 2 ans et demi. Aujourd'hui, que le temps coûte, il va falloir que tout le monde accélère. La décision doit s'accélérer, parce que ça coûte, tout simplement. Yann Brossat, je vais vous demander de vous dédoubler un instant, si vous voulez bien, et je vais vous demander quel projet autour du logement social l'ancien adjoint au maire de Paris demanderait à l'actuel sénateur de Paris que vous êtes de porter. D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux de retrouver ici mes amis de la Fédération française du bâtiment. Je dis retrouver parce que je les côtoyais plus souvent quand j'étais adjoint à la maire de Paris en charge du logement, mais c'est un vrai plaisir pour moi parce qu'il y a ici des actrices et des acteurs du logement qui, je crois, ont besoin d'être entendus et respectés, et ça n'est pas malheureusement ce qui est le cas aujourd'hui à la tête de l'État. Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire en matière de logement social. D'abord, je suis, comme Véronique Bédague, absolument convaincu que nous avons besoin de construire du logement, tout type de logement. Du logement social, du logement intermédiaire, du logement en accession à la propriété. Et je ne partage absolument pas le diagnostic selon lequel on aurait un nombre de logements suffisant et qu'il suffirait de mobiliser les logements existants, en l'occurrence les logements vacants, pour régler le problème du logement. On a une population qui va augmenter, on a des divorces, et donc on aura inévitablement une augmentation de la demande en matière de logement. Et donc il faut être capable d'y répondre. En produisant, bien sûr, vous le disiez, du logement social. Je suis élu d'une ville où depuis maintenant 20 ans, nous avons doublé la proportion de logements sociaux. Au début des années 2000 à Paris, il y avait 13% de logements sociaux. Aujourd'hui, vous avez 25% de logements sociaux, ce qui montre que c'est possible avec du volontarisme politique. Et du logement social, j'y insiste, avec une conception large. Le logement social, ça n'est pas que le logement des plus fragiles, ça n'est pas que le logement de ceux qui vivent des allocations, c'est le logement de ceux qui travaillent et qui doivent avoir la possibilité de vivre à proximité de leur lieu de travail. Et je trouve que quand on le présente comme ça, on supprime beaucoup d'a priori sur le logement social. Et d'ailleurs, le Covid est passé par là. Et on a vu à quel point on a besoin dans nos villes que les premières lignes, les deuxièmes lignes puissent vivre à proximité de leur lieu de travail. Et on a de très beaux exemples. En vous répondant, je pense à ce que nous avons fait avec l'État d'ailleurs, sur l'îlot Saint-Germain, dans les anciens bureaux du ministère de la Défense, que nous avons transformés en 254 logements sociaux pour des éboueurs, pour des assistantes maternelles, pour des infirmières, pour des policiers, pour des gendarmes, et c'est une vraie réussite. Et donc j'en viens directement à votre question. En l'occurrence, c'était un terrain de l'État. Et l'État a accepté de nous le vendre moins cher pour nous permettre de faire du logement social. D'ailleurs, Emmanuelle Cos, qui était dans cette salle tout à l'heure, c'est celle qui a signé le protocole de vente à l'époque. Quand est-ce que l'État réengage un mouvement de cession de ces biens, de ces terrains, pour nous permettre de faire du logement social ou du logement intermédiaire sur ces terrains-là, de telle sorte qu'on puisse loger des gens qui ont besoin d'avoir un toit sur la tête? Merci Yann Brossat. Naeglemer, vous êtes député de la majorité présidentielle. Je rappelle que vous avez élaboré un rapport transpartisan début 2023 avec Vincent Rolland, député LR. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce qui a été dit sur le logement abordable et est-ce que vous avez des pistes, vous ?
Alors, effectivement, le constat, on le partage tous, on ne peut pas remettre en question tout ce qui vient d'être dit. On a besoin de logement. Actuellement, on voit bien que les salariés, notamment, en fait, font appel au logement social parce qu'ils n'ont plus de solution en fait, dans le parc privé. Parce que le prix du logement a fortement augmenté dans le parc privé. Nous, on le voit dans des secteurs comme la Bretagne, où il y a des tensions qui sont devenues croissantes, notamment, effectivement, par une attractivité vers les zones littorales, qui est majeure. On sait aussi au Pays Basque, et j'ai Niaki et Chaniz qui est avec moi, avec qui je partage une proposition de loi qui partage aussi ce constat dans la région du Pays Basque. Il y a aussi tous les propos que vous avez tenus, le vieillissement des populations, on l'a peu dit, avec du maintien à domicile, des gens qui ne libèrent plus leurs biens, des biens qui ne sont plus adaptés à leur situation, mais ce sont des grandes maisons, notamment des fois avec des grands terrains, parce qu'avant on bâtissait sur des grands terrains, et qui ne sont plus du tout adaptés en fait, à leur mode de vie, et qu'on pourrait peut-être accélérer, faire de la prévention dans le logement. Quand on parle de parcours, on parle de prévention en santé, je trouve qu'on ne parle jamais de prévention dans le logement, dans le sens où il faut donner un parcours de vie et dire aux gens, au bout d'un moment, est-ce que vous avez envisagé de quitter votre logement, de le libérer effectivement pour l'emploi, pour des familles, etc. Donc effectivement, on a un sentiment actuellement d'une population qui se sent obligée d'aller demander du logement social. Effectivement, le logement social, c'est pas forcément le logement que pour les plus démunis, c'est le logement en fait pour tous, pour pouvoir accéder à de la proximité de son emploi, à un logement, pour limiter ses déplacements, pour vivre dans le lieu où on travaille, dans son bassin d'activité. Donc effectivement, il y a dans le rapport en fait que l'on a mené donc avec Vincent Rolland, je vais revenir un peu sur les travaux qu'on a menés, on s'était dit bon, quelle piste on peut trouver. En fait, on s'est rendu compte que il y avait déjà une cause multifactorielle. Et donc, du coup, les réponses qu'on allait apporter allaient l'être aussi. C'est-à-dire qu'on a eu une diversité de réponses à proposer. Le levier fiscal en était une, mais ce n'était pas la seule réponse. Je pense que les réponses qu'on pouvait aborder, c'était aussi comment libérer du foncier, comment demain inciter dans des zones où il y a du foncier constructible qui est maintenu, il y a de la rétention, notamment de la part des fois de particuliers qui ne veulent pas payer de plus-value et qui ne remettent pas en fait leur foncier en action pour qu'il soit construit. Comment mobiliser l'ensemble du foncier là où il n'y a pas eu de réserve pour que justement les collectivités puissent s'en saisir pour pouvoir déployer du logement social et du logement abordable au sens large, parce qu'il y a aussi le logement intermédiaire qu'il va falloir déployer parce qu'il faut qu'il convienne à tous. Mais il y avait aussi des leviers liés à la capacité d'emprunt. On en parlera, je pense, au cours de cette table ronde. C'est pouvoir donner en fait la possibilité aux primo-accédants du coup d'accéder en fait à la propriété. Donc c'est tous ces freins-là en fait on les a abordés avec Vincent Rolland. Maintenant, il y a des propositions qui ont été faites dernièrement, donc avec notamment territoire engagé pour le logement, avec une accélération de la construction, parce que je pense qu'il faut continuer à bâtir. Je le dis clairement, je pense qu'il faut continuer à bâtir, parce que quand on nous dit qu'il y a 80% du logement qui est existant, oui, il faut réhabiliter, oui, il faut revenir à la conquête de ces logements, mais il y a aussi une nécessité, comme on l'a dit, pour des questions de changement de société, où les gens décohabitent, où les gens font du télétravail, où les gens ont besoin d'une mobilité professionnelle beaucoup plus forte, et parce que c'est leur souhait, eh ben, il va falloir en fait, continuer à construire peut-être des logements plus petits, effectivement, parce que c'est aussi le souhait de beaucoup de ménages. À Quimper, par exemple, on considère que le taux d'occupation du bien, c'est 1,2 personnes dans le foyer. Donc on a une réponse à donner en fait à ces familles monoparentales qui se retrouvent en fait des fois dans des logements pas du tout adaptés à leurs revenus et qui ont besoin en fait d'avoir un logement sur place. Donc c'est le nombre de logements, ne dit pas forcément la surface qu'il faut bâtir. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup de logements, mais peut-être qu'il faut les mettre en adéquation avec la surface nécessaire et le prix que l'on peut mettre derrière. Proposer un T5 à une famille monoparentale, c'est pas ce qu'on doit faire. Donc il va falloir peut-être bâtir autrement pour le rendre réellement à proximité des besoins des personnes. Alors j'ai plein de choses à dire encore, mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en reparler. J'ai un autre combat peut-être que l'on mène sur la courte durée. Actuellement, on se retrouve avec des zones touristiques comme les nôtres et des zones qui mêlent aussi une économie croissante. On n'est pas exactement dans la situation de Vitré à Quimper, mais on y arrive parce qu'on déploie effectivement une économie liée à l'agroalimentaire, mais liée aux nouvelles technologies. Donc je me retrouve un petit peu dans le propos de Mme Le Callennec parce qu'on a la même difficulté. Et derrière, en fait, on a
un basculement. En fait, on a une réduction de l'offre de logements disponibles parce qu'en fait, il y a eu un choix à un moment que d'aller vers le logement de tourisme. Et donc, du coup, on se retrouve avec une pénurie forte sur nos territoires. Logement de tourisme qui n'a fait qu'augmenter, en fait, la rentabilité du bien. C'est-à-dire que maintenant, quand vous achetez un bien, on vous dit mettez-le sur une plateforme et vous verrez, votre rentabilité, elle sera super. Mais en fait, le prix qui est proposé à la vente, c'est le prix avec une rentabilité liée à la location de tourisme. Donc, au bout d'un moment, c'est plus le prix du marché pour du nu, c'est plus le prix qui est accessible aux salariés. C'est accessible à un touriste pour une période de très courte durée. Si on proposait le même prix à un salarié, il ne pourrait pas se loger. Et c'est le cas actuellement quand on voit sur les témoignages que vous avez montrés que des gens se logent sur Airbnb. C'est le quotidien. Moi, j'ai eu encore hier une agricultrice qui m'a dit « Je n'ai rien trouvé d'autre que de mettre en fait mes salariés dans du Airbnb. » Elle me dit « C'est quand même malheureux. » Donc, il y a un moment, il va falloir peut-être réduire cet effet d'aubaine du Airbnb. Je dis Airbnb, mais comme j'aurais pu citer d'autres plateformes, hein, je ne fais pas de promotion ou je ne tape pas sur l'un sans... Voilà, préférentiellement, c'est un peu une façon réduite de le le vent dire. est peut-être en train de tourner un peu. Alors, on en parlera sans doute, oui. On mène effectivement des travaux depuis longtemps sur ce sujet-là pour libérer des biens qui sont disponibles tout de suite. Je voudrais vous interroger, Annick Lemeur, sur cette espèce de mantra qui est répété par le gouvernement pour répondre à la crise du logement, c'est il faut décentraliser la politique du logement. Est-ce que vous partagez ce constat ? Oui, dans le rapport, on s'est rendu compte que la notion de zonage qui a été faite en fait avec des cartographies faites au niveau national manquait vraiment d'agilité. C'est-à-dire que demain, vous avez une entreprise qui arrive chez vous et effectivement, il y a une tension de locative qui s'installe. Voilà, vous êtes considéré B2 ou C, alors que là, il y a une forte tension. Comment on fait ? J'ai eu le cas du Zoo de Beauval où ils ont vraiment besoin d'hébergement aussi et de logement pour leurs salariés. Et ils se sont dit, voilà, nous, on est en zone complètement détendue parce que la zone est beaucoup plus large, mais spécifiquement à proximité du zoo, ils ont réellement besoin de logement. Donc, je pense qu'il faut faire confiance aux élus locaux, justement, pour avoir cette agilité, pour saisir les outils, parce que sur la précédente table ronde, monsieur le maire a très bien dit qu'en fait, changer de classement, ça lui a permis d'avoir accès à des leviers bien plus forts pour construire du logement et pour avoir des aides qui sont derrière, avoir de la fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse. Donc il faut réellement retravailler cette décentralisation avec peut-être, on a eu un échange un petit peu en amont en se disant, mais peut-être avec de l'ingénierie aussi accompagnée, peut-être avec une déconcentration aussi des services. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut accompagner cette notion de décentralisation parce qu'il ne faut pas non plus créer de la concurrence entre les communes. Il faut réellement avoir un raisonnement un peu plus large en termes de bassin de vie et pas forcément de commune à commune. Je pense que faut faire confiance aux élus locaux là-dessus. Il y a vraiment quelque chose à faire. Frédéric Lay, je vais venir vers vous dans un instant. Je vais juste demander à Yann Brossat ce qu'il pense de cet objectif de décentraliser la politique du logement. C'est une bonne idée ? Je n'y suis pas hostile. J'ai passé mon temps à demander que, comme élu local, je puisse bénéficier de compétences supplémentaires, notamment pour pouvoir réguler le marché privé. Mais je voudrais revenir sur la question d'Airbnb dont Annick Lemeur vient de parler très justement. Ça devient une plaie, cette affaire. Et d'ailleurs, à Paris, nous l'avions repéré dès 2014. Et je me souviens qu'à l'époque, lorsque nous étions quelques-uns à alerter sur les dangers que ces locations touristiques font peser sur nos territoires, les territoires touristiques, certains nous disaient « mais non, il ne faut pas toucher à Airbnb, c'est formidable, ça permet à des gens de mettre un peu de beurre dans les épinards, ça permet de faire venir des touristes. » Aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est que dans un certain nombre de quartiers, je le vois chez moi, on n'a plus que des locations touristiques. Et on n'a plus une seule personne qui habite et qui travaille. Et quand même, excusez-moi de le dire, et je sais qu'un certain nombre d'élus, de manière transpartisane, ils travaillent extrêmement bien pour que les choses avancent, pour que les villes puissent réguler ce phénomène. Mais enfin, on a une passivité du gouvernement sur la question de la régulation des locations touristiques qui est une passivité coupable. Vous avez un ministre qui, très justement, annonce qu'on va aligner la taxation des locations touristiques sur la location classique, et au final, ça n'arrive jamais. Comment est-ce qu'on explique qu'aujourd'hui, quand on est propriétaire, on paye moins d'impôts quand on loue sur Airbnb que quand on loue en location classique pour un travailleur qui est là toute l'année ?
Qu'est-ce qui justifie une chose pareille ? La logique, quand même, ce serait qu'on puisse loger dans nos villes, dans nos territoires, les gens qui travaillent, qui ont besoin de vivre avec leur famille. Et donc, vraiment, j'en profite parce que je crois que le ministre doit parler tout à l'heure. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Et je crois qu'il est là, tant mieux. Mais pitié, changez les choses. On me dit dans l'oreillette qu'il vient d'arriver, en effet. Bienvenue, monsieur le ministre. Merci. Alors, j'ai promis de me tourner vers vous, Frédéric Lahaye, parce que ce thème de la décentralisation de la politique du logement, il monte. On sent qu'il monte. Est-ce que, d'abord, comment on fait pour passer d'une compétence nationale à une compétence locale ? Est-ce que ça peut se faire facilement ? Non, ça se fera sans doute. Allez-y, continuez à parler, Ouais, ça va marcher. Ça se fera certainement pas facilement, mais ça doit se faire. Je crois que le temps est venu, enfin, tous les témoignages qu'on a ici. Et pour revenir justement sur, par exemple, les besoins en logement. Il y a une très belle note de Bernard Colos récemment au Congrès HLM qui dit qu'il faudrait faire, je crois, 520 000 logements jusqu'en 2040, 180 000 logements sociaux. Ça, c'est... Bon, pourquoi pas ? Cela dit, ce chiffre-là, il n'a d'intérêt, si je puis me permettre, que pour faire pression sur les pouvoirs publics et au premier rang de l'État. Pour vraiment définir les besoins, il faut vraiment aller beaucoup plus près, ça a été dit également, des territoires. C'est au niveau du bassin d'habitat, c'est au niveau de l'aire urbaine, c'est au niveau de la commune. Et on a tous les moyens maintenant, toutes les données possibles, que ce soit la demande de logements sociaux ou en interrogeant tout simplement les agents immobiliers, en allant voir, et ça a été dit, c'est extrêmement important d'aller voir les entreprises. Et donc, dans le cadre d'une structure qui peut être l'autorité organisatrice du logement, se mettre autour de la table, faire des projections un peu à court terme, parce que 2040, c'est en effet très utile, mais commencer aujourd'hui qu'il y a des besoins immédiats, et après, il y a une demande potentielle, il y a un besoin d'aménagement du territoire. Donc, il faut également que l'État soit autour de la table et entende tous les besoins qui peuvent s'exprimer au niveau des territoires. Donc, c'est évident, il faut passer à cette étape de la décentralisation qui, je crois, mais tout le monde n'est pas prêt, il faut le dire, toutes les collectivités ne le sont pas. On ne peut pas comparer, alors je ne vais pas faire de bonnet d'âne, mais je vais dire, on ne peut pas comparer Rennes à certaines communes, notamment ou agglomérations du Sud, par exemple. Il y a des maturations, il y a des gens qui ont de la réserve foncière, il y en a qui n'en ont pas du tout. Il y en a qui ont des compétences, et moi j'insiste beaucoup sur, à la fois, bien sûr, les besoins financiers qu'auront les collectivités, qui seront les autorités décentralisatrices, mais ils ont également besoin de compétences humaines, et toutes ne les ont pas, d'où l'importance, en effet, que l'État, pour ce qui lui reste de compétences, et il en a, puisse venir en appui de ces collectivités locales. Il faut que l'État garde son rôle. Cela a été dit, le ministre l'a dit, notamment au regard de son devoir de solidarité nationale que chacun doit avoir. Il doit éventuellement fixer des objectifs en fonction des besoins qui auront été déterminés en termes de logement locatif et de logement locatif social. Il doit contrôler et il doit sanctionner dans le cadre de la loi SRU, voire dans le cadre d'une autre loi qui imposerait quand même un minimum de construction. Parce qu'il faut quand même le dire, il y a certaines, on l'a vu là ici, que des maires constructeurs, que des maires pushing, mais il y en a quand même un certain nombre qui, notamment compte tenu de leur électorat, qui préfèrent maintenant avoir une qualité environnementale plutôt qu'une attractivité de leur ville. Donc il y a des très grandes différences. Donc il faut que l'État reste présent, mais il faut aussi qu'il laisse faire les collectivités locales. Il y a eu un montée en compétences depuis la décentralisation qui fait qu'un grand nombre de collectivités locales, je ne vais pas citer Paris parce que voilà, mais Paris, je pense que depuis longtemps, je ne voudrais pas le dire, mais depuis longtemps, on n'avait plus besoin de l'État. Quand Péry mettait 3 €, l'État n'en mettait plus qu'un. En revanche, il avait besoin de l'État, sans doute, comme un partenaire, notamment le foncier d'État et autres. Donc oui, le temps de la décentralisation est venu. Les conditions doivent être peut-être différentes d'une collectivité à une autre. Donc oui, voilà, c'est un peu ma réponse. Et puis, revoir aussi un peu les problèmes de fiscalité. Je pense que là aussi, c'est évidemment un des nerfs de la guerre et des ressources qui peuvent être allouées à ces collectivités locales. Alors, on parle tout le temps des zones tendues, mais dans les zones détendues, il y a des problèmes aussi. Pas beaucoup de logements locatifs, pas beaucoup de logements collectifs. Est-ce qu'il y a des besoins d'abord? Est-ce qu'il faut aider les familles qui veulent s'installer dans ces zones? Bien sûr. Là, je crois aussi que les choses ont évolué. Moi, je me souviens, en 2017, on disait... il y a des zones en France, elles sont mortes, quoi. Enfin, il faut plutôt aider les gens à déménager que les aider à rester dans leur zone rurale. Je crois que, déjà à Terra Nova, on avait un peu réfléchi à ça et on avait plutôt bâti un scénario où, en France, il nous semblait que compte tenu des infrastructures, compte tenu de la qualité de
du pays, etc., il n'y avait pas de zone morte et qu'il fallait plutôt justement avoir une politique d'aménagement qui permet, et notamment la réindustrialisation doit le permettre de revitaliser un certain nombre de zones. Actuellement, d'ores et déjà, on n'a pas de logement locatif dans ces zones rurales. Tout le monde ne peut pas être propriétaire, tout le monde ne veut pas être propriétaire. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, il y en a des gens qui sont jeunes, il y en a qui sont de passage. Et quand vous allez dans une zone, même justement, où vous allez avoir un emploi, vous ne pouvez pas trouver autre chose qu'un logement à acheter, alors même que ce n'est peut-être pas votre projet. Donc il faut du logement locatif de qualité dans ces territoires ruraux, et donc il faut des aides qui soient adaptées, et il faut développer. Sur ce point, moi je pense que là aussi, je suis une grande fervente des organismes de logements sociaux. Je pense qu'il faut qu'ils aillent partout sur le territoire. On ne peut plus rester dans les zones urbaines en attendant qu'il y ait un foncier tout plat sur lequel on vient planter un immeuble. Je pense qu'il faut vraiment faire investir la rénovation, investir la démolition-reconstruction. C'est des savoir-faire. Il faut pouvoir gérer maintenant, plus avec les outils de communication moderne, on peut gérer à 20 km de son siège social. Bien sûr, ça implique des coûts de gestion un peu supplémentaires, mais il y a c'est un enjeu de société. Et moi, je crains que les investisseurs particuliers notamment, ne prennent pas le relais du Pinel et autres, et notamment les investisseurs institutionnels. Je pense qu'il y en aura peut-être un peu, mais quand même assez peu. Et donc, il faut permettre aux organismes HLM d'étendre leurs compétences à la fois sur le territoire, mais également sur le locatif en général, et pas rester centré sur le locatif social au sens strict, pour pouvoir justement mettre leurs compétences à la fois de gestionnaires, de producteurs de logements au service de l'ensemble de la population. Annaïg Lemer, qu'est-ce qui se dit dans votre circonscription sur la suppression du PTZ pour 90% des communes? Est-ce que le retour que vous avez, c'est un sentiment d'abandon des classes moyennes notamment? Qu'est-ce qu'on vous dit? On dit souvent que les députés sont à portée d'engueulade. Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Actuellement, oui. En plus, étant donné que je me suis quand même saisie beaucoup des sujets du logement et que je fais en fait tous les congrès de la Fédération du bâtiment, donc c'est vrai que je peux vous dire que j'ai un accueil où on me parle toujours du PTZ. Je veux dire, honnêtement, c'est la première question. Voilà. Donc c'est peut-être parce que j'ai un monopublic actuellement, mais qui fait qu'effectivement, on parle souvent. Au-delà du... Alors, effectivement, il a été choisi de faire un recentrage du PTZ pour faire de la stratégie d'aménagement de territoire, notamment. Donc, de se dire que les moyens, on va les mettre en faveur du neuf dans les zones tendues où il y a une demande aussi, il y a un besoin au logement, et du coup continuer à faire de la réhabilitation, de la rénovation. Je voulais juste reciter qu'il y a quand même mis en place des programmes pour une petite ville de demain et Action Cœur de Ville, on l'a dit juste avant, qui ont été aussi des programmes qui ont permis justement de réhabiliter tous les logements en zone détendue. Mais effectivement, c'est le sujet qui revient beaucoup, c'est comment financer en fait un logement demain pour un primo-accédant. Actuellement, je suis toujours en mission. En fait, je fais mon rapport pour avis budgétaire sur le logement. Donc, je suis en train d'explorer les différentes pistes. Bien sûr que le PTZ peut être abordé. Bon, vous savez tous, en fait, le dispositif, comment il a été recentré. Il y a quand même un objectif derrière de pouvoir avoir aussi plus de logements en augmentant le nombre de communes pouvant bénéficier du PTZ. On a augmenté le nombre. Donc, effectivement, on espère avoir plus de logements et plus de personnes pouvant accéder au PTZ. Donc, voilà, on a quand même fait les choses raisonnablement, peut-être en classant, effectivement. Donc, c'est toujours difficile de se dire on va classer d'un côté, réfléchir de l'autre. Enfin, voilà. Mais je pense qu'il faut aussi raisonner aussi en termes de... pour demain, financer mon bien, j'ai certes peut-être besoin du PTZ, mais j'ai aussi besoin d'un crédit. Donc du coup, je me dis comment on peut aider en fait ces salariés à accéder à un crédit. Alors actuellement, dans le rapport que je mène, je vois des crédits subventionnés par les entreprises, avec des aides entreprises en fait qui permettent de faire de l'accession à la propriété. Il y a beaucoup de choses innovantes. Je trouve plutôt intéressant de se dire comment on peut contribuer à un apport. L'apport aussi, on espère peut-être un jour voir aussi les donations en fait être
plus facilement faites au cours de la vie. Actuellement, avec le vieillissement des populations, on se retrouve avec des donations qui arrivent tardivement en fait dans le parcours de vie. Donc peut-être faire que ces donations, pour ceux qui en ont les moyens, je sais que c'est pas tout le monde n'a pas une donation, c'est clair, mais qu'on puisse les avoir plus tôt pour qu'elles créent un apport justement pour avoir un taux de crédit moins cher derrière, parce que c'est ça, si vous avez un apport derrière, la banque vous propose un taux d'intérêt plus bas. Il y a d'autres leviers aussi à faire, effectivement, sur le territoire. Il y a plein de modèles en fait à innover, à explorer, à voir comment on peut aider en fait ces primo-accidents qui ont réellement besoin de l'aide, parce que ce qui a quand même créé réellement problème, c'est cette augmentation du taux et la difficulté que, effectivement, vous devez avoir 35% de l'apport et que du coup, vous ne pouvez pas, les banques ne prêtent pas en fait au niveau du taux d'endettement, alors que des fois, il reste des restes à vivre. Moi, je suis beaucoup à devoir reconsidérer peut-être ce reste à vivre. Les banques n'ont pas aussi utilisé leur capacité de déroger. Ils ont une capacité de déroger de 20%. On voit qu'ils ne le font pas. Donc il va falloir les inciter aussi à être moteurs aussi dans le financement du logement pour les primo-accédants. Donc il y a des dispositifs. On va être derrière, en tant que parlementaire, c'est ce que je mène, force aussi de pas les contraindre, mais de les inciter en fait à prêter plus aisément. On sait qu'ils ont d'autres contraintes. L'argent, ils l'achètent eux aussi. On a des contraintes au niveau de la Banque Centrale Européenne, etc. Voilà, il y a tout ça en fait à libérer derrière, au-delà. Je sais que le PTZ, ça a créé un vent de mécontentement. On l'a entendu, on l'écoute, on retravaille, on rediscute, on revoit les choses, voir comment il a déjà commencé à évoluer. On a changé les plafonds aussi. Donc du coup, les plafonds permettent à plus de personnes d'y accéder. Donc c'est quand même des efforts qui ont été faits dans un premier temps. Voilà. Après, ça ne s'arrête pas là. On n'arrêtera pas là le travail. On va reparler d'ailleurs avec le ministre tout à l'heure de la suppression du PTZ pour 90% des communes. Frédéric Lahaye, vous en pensez quoi, vous ? Qu'est-ce que j'en pense ? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait un PTZ. Alors, pour 93% des communes, oui. Bon. On peut faire du collectif. Enfin, moi, je suis favorable à un PTZ++ pour la démolition-reconstruction dans les petites communes. Voilà, parce qu'il y a vraiment... si on veut que les gens arrêtent d'avoir envie, quelquefois, d'aller justement construire en campagne et avec les problèmes de mobilité que ça touche, il faut, dans certains cas... rendre plus attractives des petites villes. Je veux dire, il y a des centres-villes, quand même, quand on se promène en France, qui donnent vraiment pas envie d'y habiter. Donc, ça nécessite, en effet, de restructurer ces centres-villes. Alors, il y a des actions qui sont menées. Et puis, de faire des maisons de ville aussi. Alors, c'est vrai que je pense que la filière, je ne devrais pas dire ça ici, mais la filière maison individuelle va devoir réinventer autre chose que la maison strictement individuelle. Je crois que là, je ne dis pas que la messe est dite à tout jamais, mais je pense qu'il y a quand même le vent à tourner. Voilà. Corinne Dessay, vous n'êtes pas encore intervenue sur cette table ronde. Là encore, le PTZ, c'est un gros sujet chez vous. Je rappelle, vous êtes présidente de la FFB Bourgogne-Franche-Comté. Oui, c'est un gros sujet en Bourgogne-Franche-Comté parce que nous ne sommes pas à Paris et nous avons bien d'autres problématiques. Je voudrais juste vous rappeler quelques petits chiffres. 78% des accords de PTZ en 2022 concernaient des projets dans le neuf. Et 51 de ces accords reportaient sur le logement individuel. 35% des logements individuels étaient en zone C, 16 en B2, 25 en B1 et 23% en A. Quand une région comme la mienne ne comporte, après le saupoudrage flash qui a eu lieu, que 18 communes en zone tendue, ce sont des vraies zones tendues, sur 3709 communes, vous comprenez bien que c'est un très gros sujet. C'est un véritable sentiment de relégation. C'est très mal vécu dans ma région, parce que même dans les endroits où on l'utilise peu, c'est un outil connu des Français et efficace. Oui, c'est un gros sujet, d'autant plus que l'on ne comprend pas l'argument écologique qui justifie l'amputation de la maison individuelle. Il y a déjà une loi censée régler cela, la ZAN, qui limite drastiquement l'artificialisation des sols. L'application de cette loi étant très restrictive, nous constatons aujourd'hui que certains maires ne délivrent plus de permis. Donc dans des zones comme notre région, vous comprenez
que cette restriction du PTZ est un vrai sujet. Alors, il y a eu des aménagements dans les dernières 24 heures, donc on fera point tout à l'heure avec le ministre, ce n'est pas le lieu maintenant. Mais je me tourne vers vous, Yann Brossat, puisqu'on parlait avec Anaïk Lemeur de son groupe de travail transpartisan sur le logement. Au final, un amendement visant à rééquilibrer la fiscalité locative a été déposé. Vous en pensez quoi? La problématique du logement est si importante qu'il faut dépasser les clivages partisans? Bien sûr, mais d'ailleurs, cet amendement était présenté par plusieurs députés qui sont ici, Anaïk Lemeur, Stéphane Peu, Iñaki Echaniz. Ce que je regrette, c'était un amendement qui visait à aligner la fiscalité sur les locations touristiques sur la location classique. Je n'ai qu'un seul regret, c'est qu'il n'ait pas été adopté. Parce qu'en réalité, ça tombe sous le sens. D'ailleurs, dans l'idéal, il faudrait même, de mon point de vue, qu'il y ait une fiscalité plus légère sur la location classique que sur la location touristique. C'est une hérésie de faire l'inverse. Là, c'était une première étape qui visait à aligner les deux. Et même ça, on n'y est pas arrivé. Donc, je pense que c'est un combat qui va continuer et j'aurai plaisir à le poursuivre au Sénat. Mais simplement, pour finir peut-être sur une touche un peu plus consensuelle, qu'est-ce qui fait que dans notre pays, la question du logement n'est pas prise au sérieux? Qu'est-ce qui fait que dans une période où on a des difficultés de pouvoir d'achat monstrueuses et que tout le monde sait que ce qui pèse le plus lourd dans le budget des ménages, c'est le coût du logement, on n'arrive pas à faire de ce sujet-là un sujet majeur? De mon point de vue, la difficulté, c'est que la voix de ceux qui ont besoin d'un logement est une voix qu'on n'entend jamais. La seule voix qu'on entend, c'est la voix du riverain qui n'a pas envie qu'on construise en face de chez lui. Mais il y a dans notre pays des millions et des millions de gens qui ont besoin d'un logement. Et je ne parle pas que des 2 500 000 demandeurs de logement social. Il y a des tas de gens qui ont ce besoin-là. Et ce besoin ne s'exprime pas publiquement. En tout cas, il ne s'exprime pas de manière collective. Et je crois que ça, c'est une question sur laquelle nous devons réfléchir ensemble si nous souhaitons que cette question du logement soit beaucoup plus présente dans le débat public. Vous savez, le nombre de fois où j'ai organisé des réunions publiques dans mon arrondissement sur des projets d'aménagement et où je me retrouve face à une assemblée de gens qui me disent « on ne veut pas de vos logements ». Et qui, à la fin de la réunion publique, viennent vous voir en vous disant « au fait, j'ai une demande de logement pour ma fille ». Et le lien n'est jamais fait entre le besoin de construire du logement et la dame qui a besoin du logement pour sa fille. Donc je pense que sur ce sujet-là, acteurs du public comme acteurs du privé, on gagnerait à réfléchir ensemble à la manière de remettre cette question beaucoup plus haut dans les priorités politiques du pays. Et je pense que si on y arrivait, peut-être qu'on obtiendrait davantage de choses que ce que nous obtenons aujourd'hui. Véronique Bédag, on arrive à la fin de cette table ronde. Que vous inspirent ces échanges? Si vous aviez à retenir une piste, vous, pour sortir par le haut de cette crise, et puis je vais demander la même chose à ma droite. Honnêtement, vous l'avez très bien dit toutes, c'est que on n'arrête pas de me demander, mais c'est quoi la mesure magique qui règle tout ça? Alors ça, il n'y en a pas. Je suis désolée, j'adorais. Le ministre du Logement adorait. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un système complexe et il faut toucher un peu à tout intelligemment pour faire que ça se remette en route. C'est pas si simple. Et par exemple, moi, je suis tout à fait favorable à ce que les locations Airbnb soient moins favorables, mais par pitié, ne faites pas de ces locations des choses aussi peu rentables que la location à des familles. Moi, je le redis quand même, parce que tant qu'on ne comprend pas ça, on ne va pas y arriver. Aujourd'hui, acheter un logement pour le louer à une famille, ça n'est juste pas rentable. Voilà, il faut quand même qu'on se le dise, sinon on ne va pas se comprendre. Et honnêtement, il y a encore des Français qui investissent dans le logement parce que c'est de l'immobilier, on sait où c'est rassurant. Enfin, la plupart font des calculs économiques tout à fait normaux. Quand on leur dit bonjour, nous on est très honnêtes, on lui dit bonjour, ça va faire 2%. Le gars se dit, j'ouvre 5 livrets A, toute la famille en profite, c'est 3%, c'est liquide, il n'y a pas de risque, franchement, voilà. Donc Yann, d'accord, mais par pitié, ne tuons pas tout le secteur locatif, parce qu'on ne va pas s'en sortir du tout. Merci, il nous reste 2 minutes, donc je pose la même question à Frédéric Lahaye, si vous reteniez une piste. Une piste, la fiscalité, comme
celle a été évoquée par Yann Brossard, pour continuer à produire du locatif. Et puis, peut-être une abrogation d'une mesure qui était le bail de courte durée, qui permet, comme cela a été dit, de louer dans les zones touristiques pendant 10 mois à des personnes qui habitent et de les sortir pendant les 2 mois. C'est assez scandaleux et je pense que c'est un dévoiement de la loi et moi j'abrogerai cette mesure. C'est un petit détail, mais je pense que ça répondrait notamment au logement des zones touristiques. Corinne Dessay. Moi, je vais rajouter toujours la même chose, c'est qu'il faut tenir compte de la diversité des territoires. Il y a des besoins partout, dans des volumes certes différents, et pour tout type de biens. Donc il faut impérativement une véritable révision des zonages. C'est impératif. Une grande loi, un nouveau projet de loi logement est attendu pour 2024. Qu'est-ce qu'il doit dire sur les zones? Non, vous n'avez pas l'air de... Si, il est attendu pour 2024, hein, vous acquiescez. Qu'est-ce qu'il doit dire ce projet de loi sur les zones détendues? Madame Dessay. Ce projet de loi, il doit parler des situations locales, de les adapter, et ça, nous ne pouvons être que pour. Mais attention à ce que nous mettons derrière la décentralisation. Si c'est analyser les besoins locaux, je pense qu'il y a déjà eu beaucoup de choses de faites, notamment tout le travail mené pendant des années par les PLH. Il faut aussi tenir compte des inégalités économiques et sociales entre les régions riches et les pauvres, afin de les atténuer. Mais si c'est renvoyer toutes les responsabilités des territoires qui n'ont pas les compétences techniques à mettre en face, moi je pense aux petits EPCI de ma région, et qui n'ont pas ou peu de moyens financiers, ce sera pire. Il faut maintenir un cadre général national avec des grands objectifs, mais aussi articulé avec le local, ça c'est sûr. Voilà ce que je pense pourrait être l'esprit de la loi. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 5 pour ces échanges. Je vais vous demander de regagner votre place, puisque pour conclure cet après-midi d'échanges très riches, je demande à Olivier Saleron de me rejoindre pour accueillir Patrice Vergrit, ministre délégué chargé du logement.